violences liées à la victoire du PSG, le gouvernement étudie la piste des prestations sociales. Tout ça est tellement dérisoire, quoi. Ce sentiment de lassitude générale. Les prestations, d'abord, ça ne se fera pas, tout le monde le sait. La parole politique, elle est par terre. Et évidemment, ce n'est pas du tout ça, il faut tout changer. Il faut de nouveaux logiciels. Et vous avez l'impression du mercurochrome sur la jambe de bois. Avec une parole, on sait bien qu'on n'ira pas jusqu'au bout de ça, que le Conseil constitutionnel t'empêchera, etc. Il faut construire des prisons, et tous ceux qui atteignent au bien aux personnes, on les met en prison. Voilà ce qu'on fait. Voilà, ça c'est clair. Et le reste, c'est du baratin. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Un corps identifié donc comme étant probablement celui de Liana, une collégienne de 11 ans, disparue depuis le 29 mai, a donc été retrouvée hier, dans le silo d'une exploitation agricole du Gers. Je vous propose d'écouter, pour les auditeurs d'Europe 1, que je salue d'ailleurs, et pour les téléspectateurs de CNews, écoutez François Tsiskevitch. Un barrage de gendarmerie est mis en place sur cette route située à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. C'est non loin d'ici qu'un corps a été retrouvé dans un silo d'une exploitation agricole. D'après le procureur, il s'agit de celui d'un enfant porteur de vêtements similaires à ceux de Liana. Dans un communiqué, l'avocat de la famille de la collégienne de 11 ans exprime le plus grand effroi. La tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées. Dans l'attente de l'autopsie, le temps est maintenant au recueillement et au deuil. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Ces dernières heures, environ 170 militaires de la gendarmerie étaient encore déployés sur le terrain. Des opérations dans le centre de Fleurance, où la collégienne a été vue pour la dernière fois, mais aussi aux alentours dans les zones boisées, ou encore dans un lac minutieusement inspecté par les plongeurs. En début de soirée, c'est le maire de Fleurance qui a pris la parole. Au vu des informations de cette fin de journée, nous en appelons avant tout à la dignité. La dignité de tous, en respectant l'attente de la famille. Le parquet d'Agen doit communiquer de nouvelles informations dans les prochaines heures et notamment confirmer que le corps retrouvé ce jeudi est bien celui de la jeune Liana. Une question toute simple d'ailleurs. Jérôme B est aujourd'hui en prison. Il va être interrogé ce matin ? Alors peut-être pas ce matin, mais il va être interrogé, c'est certain, par un juge d'instruction. Et pourquoi il n'est pas interrogé ce matin ? Alors peut-être qu'il l'est déjà ce matin. Ouais, c'est ça en tout cas, il va l'être au plus vite en vue des nouvelles informations. Mais comment ça se passe ? Par exemple, si un juge dit « je veux l'entendre ce matin », on l'entend ce matin ? Il faut qu'il respecte un délai de 4 jours pour communiquer les pièces du dossier à l'avocat qui assistera son client. Donc il ne peut pas aller par exemple en cellule, le juge, ce matin ? En fait, c'est impossible. Non, je pose des questions les plus simples du monde. Hein. Non, mais ils ont un délai, l'avocat. Un délai de quoi ? Il a un délai pour pouvoir consulter le dossier. Maintenant, avec le consentement de l'avocat et puis de mise en examen, il pourrait le faire, oui. Mais il peut aller dans sa cellule, par exemple, oui, pour l'interroger. Si vous voulez, à quoi ça sert ? Mais mal est fait. Depuis le début de l'affaire, il a gardé le maintenant, silence. On a quelqu'un qui garde le silence ou qui... Oui. Donc autant rassembler un maximum d'éléments pour l'entendre le plus utilement possible. D'accord. Écoutez Gérald Darmanin qui a pris la parole, et c'est intéressant parce que toute cette séquence montre aussi le pouvoir politique qui, aujourd'hui, est d'une faiblesse inouïe, comme il a sans doute jamais été dans l'histoire de la France. On avait cité, je crois, un évadé il y a 50 ans, 60 ans, de l'île de Ré, où De Gaulle avait licencié toute la chaîne. Bon. Là, il n'y a jamais de sanction. Bon. Parce qu'en fait, les hommes politiques, chacun comprend qu'ils ne servent aujourd'hui à rien. Ils n'ont plus la main sur la justice. Si je puis ils ont la main sur rien. Ils ont la main sur rien. On n'a plus, le procureur, le garde des Sceaux ne peut plus adresser d'instruction individuelle au parquet. Oui. Les juges du siège sont totalement protégés par un statut d'indépendance et d'inamovibilité. Leur responsabilité extrêmement rarement mise en cause. Donc c'est un corps, si vous voulez, qui vit un peu en vase clos, qui ne rend compte à personne d'éventuels dysfonctionnements. Alors vous allez voir, l'enquête sur le dysfonctionnement, je sais d'avance comment ça va se terminer. Moi j'ai vécu Outreau, j'ai vécu toutes ces affaires, on sait toujours comment ça se termine. C'est des petites mutations ou éventuellement même, on passe l'éponge. Le juge Burgot est toujours en place dans l'administration française. Il y a un corporatisme qui fait qu'il va falloir briser, c'est ça qu'il faut briser, ce corporatisme, et il faut que les juges rendent des comptes
de leurs activités. Là, en On ne peut l'occurrence, pas c'est le s'abriter parquet, derrière l'indépendance, ou alors faites appel de ma décision si vous n'êtes pas content. C'est plus possible. Mais Georges, là, en l'occurrence, c'est le parquet qui est pointé du doigt. Hein. Ce sont les procureurs, plus que les juges. Oui, mais ce qui est incroyable, on ne vote pas pour des juges, on ne vote pas pour le parquet ou des magistrats, on vote pour des politiques, et ces politiques sont impuissants. Ils ne peuvent pas prendre des décisions dans aucun domaine. Regardez le camouflet pour le président de la République. Terminé, c'est fini, on ne le tolérera plus. Oui. Final, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3 condamnations sur Gérald Darmanin. 400 comparutions immédiates. C'est pas possible. C'est pour ça que le pouvoir politique doit tout reprendre. En fait, c'est ce qu'on dit en permanence. Les petits hommes gris ont pris le pouvoir partout. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les petits hommes gris. On ne vote pas pour les petits hommes gris. Ils se sont fait un système aux petits oignons pour eux, et le politique est absent. Et nous, on vote pour le politique qui a une politique pénale. Et on veut que cette politique pénale soit adoptée par l'administration. Et eux, ils disent non, on fait ce qu'on veut. Mais ils font ça. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc, il faut des sanctions. Ceux qui ne sont pas contents, il faut les virer. Il faut tout revoir. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Gérald Darmanin, écoutez-le. Comme ministre, je suis terrifié, comme père de famille encore plus, par ce drame ignoble qui est en train de se dérouler. La personne qui, pour l'instant, est suspectée, qui est placée en détention provisoire, a manifestement des antécédents, même s'il n'a jamais été condamné pour les plaintes. Elles ont été classées. Et on peut se poser un certain nombre de questions sur pourquoi cette personne, qui manifestement a des graves soupçons de violence ou de violence sexuelle sur les mineurs, n'a pas été mis hors de portée de jeunes, et notamment de cette jeune fille. Pourquoi on n'est pas intervenu alors que ça fait de longs mois qu'on a des plaintes contre ce monsieur? C'est tout à fait inacceptable. En tant que chef d'administration, je prendrai mes responsabilités, je rendrai public le rapport et je prendrai des sanctions. Je les proposerai, si je devais y en avoir, évidemment en ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Quand il y a une plainte d'un enfant, on doit quasiment tout arrêter pour la suivre, parce que c'est l'être le plus vulnérable qu'il nous faut protéger. Manifestement, là, on verra ce que dira l'enquête, mais on a de quoi s'interroger sur notre responsabilité collective. Et celui qui avait bien compris le problème de la justice, c'était Nicolas Sarkozy. Il s'était attaqué à la justice et elle lui a fait payer. Hein. Parce que c'est ça la vérité. Il avait demandé la responsabilité des juges. Et elle lui a bien fait payer. Elle lui a bien fait payer. Là, les filets dérivants, les moyens XXL, là, il n'y a pas de problème de moyens pour un président de la République, un ancien président de la République. Donc c'est tout ce système en fait qui pose évidemment souci. Christian Fléchier, directeur de la police, il a pris la parole. Bien sûr, il y a des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, ils font l'objet d'une enquête qui a été diligentée, c'est bien par à la fois le garde des Sceaux et par le ministre de l'Intérieur, qui chapeaute, qui a pour emploi la gendarmerie, parce que dans l'ensemble du fonctionnement de la chaîne judiciaire, j'y inclus aussi les services d'enquête, il y a ce qui ressort du structurel, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la structure n'a pas fonctionné, de la faute personnelle éventuelle. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, parce que bien évidemment, quand en août 2025, les enquêteurs, le parquet de Toulouse se retrouvent face à une plainte et que très vite, par l'accès à des fichiers, on peut s'apercevoir que la personne mise en cause est déjà connue pour avoir fait l'objet de plaintes classées sans suite ou de signalements, bien sûr que là, ça doit mettre des feux clignotants. Et bien sûr, le traitement doit être accéléré. Et ce ne l'a pas mis, manifestement. Valentin Rouillon est sur place et il nous donne les dernières informations. C'est dans ce silo qu'a été découvert le corps semblable à un enfant. Première preuve, ce sont ces scellés. Et Malraux va vous montrer ces scellés qui indiquent la nature de l'infraction, enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans. La nature de l'objet précise qu'il s'agit bien de ce silo agricole. Les gendarmes que nous avons croisés ce matin ont quitté la zone, ici précisément à 5h40. Ils nous ont confirmé que les investigations étaient terminées ici dans cette zone. Et vous allez le voir, seconde preuve, de scellés qu'il y a sur cette porte métallique coulissante qui a été enfoncée par ailleurs, et vous allez le voir, et Malraux va également vous montrer ces scellés qui sont donc à l'intérieur, visibles à l'extérieur, scellés donc de ce silo agricole. Communiqué hier à 18h du procureur de la République d'Agen qui affirme que le corps s'agit bien d'un enfant, en tout cas qu'il est semblable à un enfant et que les vêtements sont similaires à ceux que portait Liana le jour de sa disparition. Communiqué qui précise également que l'autopsie sera réalisée dans les prochaines heures. Donc ça, c'était hier à 18h. Donc on l'imagine, les conclusions d'une autopsie pour identifier le corps dans la journée.
imagine quand même la détresse et sans doute la colère aussi des parents qui ont appris toutes ces informations. C'est de tous les Français. Oui, comme tous les Français, mais terriblement. Comprenez que les parents... Évidemment. Et on est tous parents. Oui, tous, mais c'est pas la même chose. Non, les parents, ils se disent, c'est ma fille, et elle devrait être vivante. Pourtant, ils sont très dignes, vous avez vu, dans leur réaction, l'avocat... Ils font quand même part de la colère, ce qui est un mot assez rare dans un communiqué d'avocat juste après la découverte d'un corps. Et puis la question que se posent, à mon avis, beaucoup de Français ce matin, c'est combien d'autres Jérôme B potentiels sont dans la nature ? Non, mais c'est ça la question. Mais vous n'avez pas parfaitement... C'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel, visiblement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ces juridictions du Gers, à Toulouse, etc., peut-être s'est reproduit et s'est produit aussi dans d'autres juridictions. Et donc, vous avez potentiellement d'autres individus dangereux ou potentiellement dangereux. Je vais poser la question à Béatrice Brugère qui arrive à l'instant. Bonjour Madame Brugère. Bonjour. Merci, et tout le monde connaît votre rôle évidemment dans la magistrature. Thomas Bonnet pose une excellente question. Tout le monde se dit ce matin, est-ce qu'il y a plein de Jérôme B dans la nature ? Est-ce qu'il y a en France des gens qui sont soupçonnés de viol, des parents qui sont entrés dans un commissariat ou dans une gendarmerie, qui ont dit ma fille a été violée par ce monsieur, en tout cas je le soupçonne, et que ces personnes ne sont pas inquiétées dans les 24 heures. Est-ce qu'il y a plein de Jérôme B ? Voilà la question la plus simple du monde. On n'est pas en direct là. On est en direct. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. C'était ce que disait Thomas Bonnet. Bonjour. Que vous êtes arrivé au milieu de notre émission, donc c'est une question. Non, mais je vous en prie, Madame Brugère. Est-ce que potentiellement il y en a ? Oui, je ne vais pas vous dire qu'il ne peut pas y en avoir parce que on le sait et on le voit bien pour ceux qui participent ou qui regardent la commission d'enquête sur l'inceste, on voit bien toute la difficulté de la prise en charge de la parole des mineurs, des enfants et des difficultés parfois à aller vite sur des sujets aussi graves. Donc oui, potentiellement, il y en a. Je suis incapable de vous dire combien. Et donc, il va falloir se réorganiser pour que, justement, on travaille autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en dehors des enquêtes administratives qui sont en cours, et qui détermineront si oui ou non il y a eu des dysfonctionnements et des responsabilités individuelles. La question, elle est beaucoup plus générale et systémique. C'est-à-dire que votre question, elle est juste au-delà de cette affaire qui est dramatique, il faut s'intéresser à notre fonctionnement général, puisque vous le voyez bien, jour après jour, on redit parfois souvent la même chose sur des affaires dramatiques. Je crois que nous avons une organisation qui n'est pas performante et qui n'est pas à la hauteur des enjeux, parce qu'on a un système qui cloisonne, qui ne fait pas de partage d'informations. Je dis ça parce que je prends ça en comparaison, par exemple, avec ce que fait l'Angleterre. L'Angleterre a un système qui s'appelle le MAPA, et je vais faire simple, en fait, ils sont en capacité d'identifier quand il y a des signaux d'alerte comme ça, et là il y en a plein, c'est tout à fait ce genre de cas, qui viennent de différents endroits. Ça peut être services sociaux, de la psychiatrie, de la... Là, il n'y a pas besoin des signaux d'alerte, pardonnez-moi, c'est tellement évident, quelqu'un qui rentre dans un commissariat qui dit ma fille a été violée en août dernier, je vous montre ces preuves-là, il y a juste à prendre son téléphone de Toulouse à Auch et dire il se passe quelque chose, quoi. Mais il y a eu aussi des classements. Il y a une responsabilité personnelle, il y a bien quelqu'un qui a pris cette plainte et qui n'a pas fait le job. Il y a aussi des affaires qui... Je veux dire, c'est aussi les gens qu'il faut sanctionner. Il y a aussi je veux bien que vous m'expliquiez. Non, mais je vous explique comment il faut. Mais là, mais d'accord. Là, par exemple, il y a aussi eu des classements qui ont fait... Alors les classements, c'est encore autre chose. Non. La dernière procédure, elle est de 2025. Il y a une mère de famille qui dit ma fille a été violée. Pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, le type n'est pas entendu. Alors, là, donc je veux bien qu'on m'explique qu'il y a un dysfonctionnement organisationnel, mais il y a une personne... Il y a des inspections qui détermineront, et c'est pas à moi de vous le dire aujourd'hui, je n'ai pas fait l'inspection. Je suis d'accord avec vous, mais vous voyez... Simplement que, de façon plus générale, comme il y avait des signaux d'alerte avec des classements... C'est entendu, mais j'ai bien compris. Dans d'autres pays, ça aurait été pris différemment, c'est ça que je suis en train d'expliquer. J'ai bien compris. On n'aurait pas eu même besoin d'attendre cette dernière plainte pour avoir déjà
des organisations qui sont en capacité d'évaluer des personnes à risque, parce que c'est ça en fait, puisqu'en fait on est sur un crime sériel, si j'ai bien compris, et il y en aura peut-être d'autres qui vont remonter au fur et à mesure. Mais Madame Bougère, est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Pardonnez-moi, parce qu'on est quand même à la fois sous le coup de l'émotion et sous le coup de la colère. Là, on parle de dysfonctionnement. Je pense que si, comme le dit Pascal Praud, on veut changer de logiciel, il faut déjà employer les bons mots. Pour moi, il ne s'agit pas de dysfonctionnement de la justice, il s'agit de fiasco. Comme on parle de débordement lors des événements du Paris Saint-Germain, il s'agit d'émeutes. Oui. Bon. Donc en fait, il y a un fiasco de la justice qui est dû à quoi? Au manque de moyens, sans doute, au laxisme, à l'incompétence. Les enquêtes administratives le diront. Mais il y a un sujet que vous avez abordé qui me semble essentiel, parce que dans d'autres pays, c'est davantage pris en compte, c'est la parole des enfants. Bien sûr. Il y a les fameuses salles Mélanie. Ils sont mises en place dans des gendarmeries ou dans des commissariats. C'est des salles dans un environnement enfantin avec des couleurs déjouées pour recueillir la parole de l'enfant. Il y a des milliers et des milliers de commissariats et de gendarmeries territoriales dans ce pays. Il y a quoi? Il y a 400 salles Mélanie. Donc, si vous voulez, c'est un sujet, à mon avis, primordial. Georges Fenech veut prendre la parole. C'est pour ça que c'est un sujet. Oui, je voudrais rebondir sur l'exemple britannique qu'a donné Maîtresse Bougère. Indépendamment des dysfonctionnements qui vont être révélés par l'enquête, il y a un problème d'information de toute la société. Vous savez comment les Américains ont réglé le problème? La loi Megan, la Megan's Law. En 1994, vous avez une petite fille de 7 ans qui est violée et assassinée par un voisin. Personne ne savait que le voisin était un pédophile. Qu'ont fait les Américains sous Bill Clinton? La loi Megan, ils ont voté en 1994. Vous avez tous les prédateurs sexuels condamnés, etc., qui sont sur un site accessible par tous les Américains. Vous avez sa photo, son adresse, son nom, et sur son passeport, quand il voyage, il est indiqué prédateur sexuel. Et ben c'est... Voilà, je veux dire, parce que ces gens-là, dans ce village, personne n'était au courant, en fait. Non, mais il y a un seul mot pour qualifier l'ensemble de ces affaires d'un point de vue global. C'est l'histoire, une nouvelle fois, d'un abandon. Un abandon des parents, un abandon des enfants, et une nouvelle fois, justement, il y a eu des plaintes classées sans suite, etc., on parle de dysfonctionnement, mais finalement, c'est le même abandon qui a eu lieu pour Samuel Paty. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est exactement pareil. Je suis à 100% d'accord avec vous. C'est une administration, et le pas de vague, etc., un sentiment général d'un pays qui ne fonctionne plus. Et l'abandon des citoyens. Voilà, qui ne fonctionne plus. La saison va se terminer. Et la justice française, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retiendra de cette saison 2025-2026? La justice, elle leur a mis un ancien président de la République en prison, elle leur a laissé un pédophile dehors. Voilà le raccourci que je fais, qui sera contesté. Bien sûr qu'il sera contesté. Les gens diront, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, sauf que c'est la justice française aujourd'hui. Et les émeutiers. Et elle s'est fait mettre des moyens considérables pour des affaires qui n'en valent sans doute pas la peine, pour des raisons purement idéologiques, et avec des magistrats manifestement que ça intéresse beaucoup plus que de protéger les Français. Eh bien ça, ce n'est plus possible en France. Pardonnez-moi de le dire comme ça, ce n'est plus possible. Et ça sera sûrement un des enjeux de la présidentielle de 2027. Je vous propose d'écouter Emma. Qui est Emma? Emma, c'est une des amies de Liana. Et dans le son que vous allez entendre, son qui avait été enregistré par nos amis d'Europe 1, elle parle du père de Sofia. Et le père de Sofia, c'est Jérôme B. Donc elle témoigne et dit le père de Sofia, elle dit Liana était toujours avec le père de Sofia dans la voiture. Ce témoignage, je le trouve absolument invraisemblable. C'est-à-dire que tous les matins, Jérôme B prend dans sa voiture Liana et, aux yeux de tous, manifestement, reste, je ne sais pas si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avec elle. Et ça se passe devant l'école. Et les parents, évidemment, de Liana ne sont pas au courant. Non, parce qu'ils avaient pris de la distance avec Jérôme. Bien sûr. Ils ne sont pas au courant. Donc écoutez ce témoignage de cette jeune fille qui a 11 ans, 12 ans sans doute, et qui s'appelle Emma. Tous les matins, elle sortait du bus et elle allait voir le papa de Sofia et Sofia dans la voiture. Le papa de Sofia était toujours garé à la même place, un peu éloigné de la porte du collège. Et elle y restait à environ 20 à 30 minutes. Et c'était vraiment tous les matins. J'ai jamais vu la maman de Sofia. Pour moi, ça me paraissait pas anormal parce que je pensais que ses parents le savaient. Sauf que ses parents ne le savaient pas. Je pourrais parler aussi dans les difficultés de la justice de la mère d'Elias, qu'on reçoit régulièrement, et qui nous explique les difficultés qu'elle a avec les juges.
il y a un problème de fonctionnement. Toujours pas d'explication, d'ailleurs. Oui, effectivement, mais c'est... Il y a eu un rapport très à sa charge contre la justice, mais on ne sait pas comment ça s'est traduit. Le meurtrier... On rappelle que ces deux personnes qui ont tué son fils ne devaient pas être en contact. Alors qu'ils habitaient dans le même immeuble. Exactement. Le président de la Cour d'appel lui a refusé de pouvoir, je crois... rencontrer les magistrats. Oui. Exactement. Donc elle ne peut pas rencontrer les magistrats. Non. Donc c'est une caste. Elle a suivi des remarques des obligeants aussi. Exactement. Oui. Donc il me semble qu'il faut le dire quand même. Ben, c'est tout un esprit qu'il faut changer au sein de la magistrature. Hein. Mais après, on leur demande... Ils ont aussi beaucoup de choses à gérer. D'un côté, il y a la police qui a énormément de choses, la justice qui a énormément de choses. On leur demande terrorisme, narcotrafic, violence. En fait, ils arrivent en bout de chaîne aussi, ces magistrats. Donc en fait, c'est toute la société et notre responsabilité aussi en tant que citoyen à revoir. Il y a un décalage entre la modernité de l'intelligence artificielle, et on a l'impression que c'est le 19e siècle. Par exemple, cette affaire, on a l'impression que c'est le 19e siècle. Il n'y a personne qui peut prendre son téléphone pour dire attention, il y a un prédateur qui est dans la nature. Je pense qu'en effet, il y a un cumul, et c'est pour ça que j'appelle des dysfonctionnements systémiques. Il y a des gens si les enquêtes chercheront s'il y a des responsabilités individuelles, ce temps n'est pas encore venu, et c'est les inspections qui le détermineront. Pour autant, on peut déjà dire qu'il y a des dysfonctionnements systémiques. C'est acté, il y a des commissions d'enquête qui le disent, il y a des rapports qui le disent, on le sait que ça ne fonctionne pas. C'est un cumul. À la fois, vous avez raison, Rachel, on a un manque de moyens, mais on ne peut pas se satisfaire de cet argument, évidemment. Sinon, ça serait terrible de dire « Ah bah, de toute façon, on n'avait pas les moyens, donc tant pis ». Là, ce n'est pas une affaire de moyens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais c'est ce que disent certains syndicats, d'ailleurs, comme toujours, qui vont instrumentaliser ça. Ce n'est pas du tout une affaire de moyens. Je suis en train d'expliquer que je ne dis pas ça, mais c'est une réalité, parce que, en fait, à force de dire que tout est prioritaire et tout retombe sur le parquet où on n'est vraiment pas assez, il y a un problème. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit et on n'a dit qu'une seule chose. Parce que même, moi je me souviens, j'ai commencé il y a 20 ans dans le Nord, on n'avait pas beaucoup de moyens et on essayait de faire face. Pour autant, on a, et vous avez raison de le souligner, aujourd'hui des moyens technologiques qui devraient justement compenser cette problématique de moyens pour accélérer et partager l'information. Par exemple, et je le dis, on a une procédure pénale numérique, on devrait avoir des systèmes d'alerte et de signalement, qui a le dossier, comment ça fonctionne, etc. Tout ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a quand même un cumul qui fait qu'aujourd'hui, affaire après affaire, on ne peut pas se contenter de dire c'était comme ça et tant pis pour quel pays quand même, quel pays, parce que dès qu'on ouvre un capot, quel pays, l'école, l'hôpital, etc. Évidemment, je crois que sur 1 000 € de dépensés il y en a 4 qui vont à la justice, et les prestations sociales et le social, effectivement. Donc tout ça ne va pas, et c'est là que la responsabilité du président de la République, elle entre en jeu. C'est-à-dire qu'un président de la République, il doit mettre De Gaulle l'a fait en 58. Il a mis un État en marche pendant 10 ans. C'est ce qu'il a fait, et parce que il a vraiment, il a acté. Et là, on a un président de la République qui aura parlé magnifiquement, séduit magnifiquement, mais qui, au fond, n'aura rien fait sur le fond, qui n'aura pas réformé cet État. C'est ça, on lui demande, c'était ça sa mission principale. Et là, on est en échec sur tout. Donc, sa responsabilité, évidemment, est engagée. Il est 9h25, à tout de suite. Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1, sur l'antenne de CNews également. Évidemment, il va y avoir une autopsie et on va entrer dans des détails qu'on n'aimerait pas parfois entendre. Mais écoutez Philippe Boxeau qui nous explique l'intérêt de cette autopsie et notamment des traces d'ADN qui pourraient être retrouvées. Pour nous, ce qui est important, c'est d'évaluer le moment du décès. Et ça dépend essentiellement des techniques de conservation du corps. C'est de l'endroit où il était, de la température qu'il a subie. Est-ce que cette température était constante ou pas? Enfin, il y a beaucoup de données qui entrent en ligne de compte. Est-ce qu'il y avait des mouches, des insectes qui permettraient d'avoir une bonne fiabilité pratiquement au jour près, dans le meilleur des cas, du moment du décès? Et puis, évidemment, et bien sûr, trouver la cause du décès. Et là, l'enfant a disparu depuis 7 jours. Je ne sais pas quelles sont ses conditions de conservation, mais malheureusement, il est possible que la putréfaction ait déjà commencé à agir et qui va rendre le travail de médecin légiste plus difficile, mais pas impossible. On est rodés. Nous sommes rodés à ce genre de choses. Là, on peut trouver des traces d'ADN, par exemple, du
principal suspect dans ces cas-là, Madame Brugère? Oui, bien sûr, tout à fait. Non. Les traces ADN, en plus, il y a plein de traces qui vont être intéressantes. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de déterminer, on verra d'abord s'il y a eu une agression sexuelle, évidemment, comment ça s'est passé, la manière dont elle est décédée, etc., l'heure, puisque ça a été dit. Donc, en fait, on peut obtenir énormément d'informations sur la manière dont les choses se sont passées, ce qui modifiera peut-être aussi la qualification de ce qui sera reproché, évidemment, à l'auteur. Je vous propose de voir un portrait de Liana avec Nicolas Roger. Souriante, Liana mène une vie avec discrétion entre sa famille et le collège. Installée avec ses parents dans une petite commune de 200 habitants, elle est décrite comme très attachée à sa famille. Sa mère a évoqué le caractère de la jeune fille dans un média local. Elle est très joviale, toujours avec le sourire, elle parle beaucoup. Son père la décrit également comme une fillette avenante et sociable. Dans son collège à Fleurance, ses camarades et amis évoquent une fille plus discrète et à l'écoute. Ses parents ont rapporté à la presse des faits de harcèlement subis par Liana depuis l'école primaire, en lien notamment avec des querelles amoureuses, selon d'autres élèves de son collège. Malgré cela, Liana ne donne pas de signe de mal-être particulier. Ses parents ont retrouvé son journal intime, dans lequel il n'y aurait aucune trace de pensée sombre. Je remercie Béatrice Brugère, vous êtes secrétaire générale unité magistrat. Merci. Merci de vos précisions, bien sûr, et on a entendu ce que vous disiez, combien cette administration a besoin d'être réformée, oui. Mais combien on a ce sentiment qu'elle est irréformable. Non, j'ai un peu plus d'espérance. Ce qui est sûr, c'est que de tout échec, et c'en est un aujourd'hui, il faut en tirer quelque chose de positif, ne serait-ce que pour la famille et pour toutes les victimes potentielles. Merci en tout cas. Merci de venir régulièrement sur l'antenne de CNews. Le parcours du suspect, principal suspect, parce que c'est vrai qu'il reste, faut le dire d'ailleurs, présumé innocent. Hein. Même moi, si tout à l'heure j'ai dit on met un pédophile, on laisse un pédophile en liberté, cette phrase-là, elle est à entendre aussi à l'aune de la présomption d'innocence. Effectivement, dans le cas qui est celui-ci, on peut considérer qu'elle est bafouée parce que le principal suspect est... La présomption d'innocence, il faut arrêter avec ça. Oui. C'est une fiction. Je suis d'accord, mais il faut quand même la rappeler parce que je suis... c'est une fiction. On peut me le reprocher à juste titre d'ailleurs, de désigner Jérôme B comme le principal coupable. Mais s'il avoue, par exemple, il sera toujours considéré présumé. J'entends bien. C'est une fiction juridique qui ouvre des droits. J'entends bien. C'est tout. J'entends bien, mais c'est le début de l'enquête quand même. On ne sait pas s'il agit seul, si c'est lui. J'entends bien. On ne sait pas s'il y a un complice éventuel. Bon, en tout cas, que s'est-il passé à partir de vendredi dernier? C'est Adrien Fontenot qui rappelle le déroulement de cette soirée qui fait effectivement froid dans le dos. C'était vendredi dernier. Un itinéraire de quelques minutes et des zones d'ombre qui restent à déterminer. Il est aux alentours de 15h vendredi dernier, devant le collège Hubert Reeves de Fleurance. C'est ici que Liana est vue pour la dernière fois à la sortie de l'établissement. Sur les caméras de surveillance, la jeune fille est aperçue en train de monter dans une camionnette grise. À bord, Jérôme B, conducteur et principal suspect dans la disparition de la collégienne. Aux enquêteurs, l'homme de 41 ans indique avoir conduit Liana jusqu'à la piscine municipale. Un trajet d'environ 5 minutes en voiture et un peu moins de 2 km. La jeune fille déposée. Jérôme B dit repartir au collège, récupérer sa fille et assister à une fête dans l'établissement quelques heures plus tard. Que s'est-il passé entre-temps? Le suspect a-t-il dit toute la vérité? C'est finalement à plus de 15 km de là, près du village de Puy-Casquier, qu'un corps est retrouvé dans un silo d'une exploitation agricole ce jeudi. Jérôme B y aurait en tout cas travaillé, selon un responsable agricole du Gers. C'est ça qui est toujours le mystère de la nature humaine et le mystère aussi du mal. C'est-à-dire que cet homme va participer à la fête de l'école de sa fille, manifestement vendredi soir dernier. Il cherche sa fille. 15h05, il prend en voiture Liana, il la dépose selon lui à la piscine. Et puis après, à 17h, il va chercher sa fille au collège. 18h, il va à la fête de l'école. Elle est portée disparue aux alentours de 19h. À 20h, il toque chez des voisins qui ont des enfants qui connaissent Liana. Il dit « Ah, elle a disparu, cette petite fille, allons la chercher ensemble. » Et il participe à un début de recherche.
voyez, c'est là donc, tout ce double jeu du prédateur. Et ça se serait passé donc entre 15h et 17h. Entre 15h et 17h. Ces 2 heures-là, il va falloir comprendre ce qui s'est passé exactement. Et ceux qui l'ont croisé à ce moment-là, sans doute après, ne voient pas de signe de quelqu'un qui pourrait quand même être touché par ce qu'il vient de faire. On a affaire, alors, la nature humaine, est-ce un psychopathe? C'est ça qui est, sans doute. C'est ça qui est toujours sidérant. Totalement. C'est-à-dire que tu viens de tuer une petite fille, peut-être, je le dis comme ça, bien sûr, et la vie se poursuit et tu ne montres qu'une émotion. Et ce mal-là, pour nous, est un mystère. Mais il montre un intérêt pour l'enquête, justement, et pour justement protéger, se protéger de tout soupçon à ce moment-là. Oui, Trier qui participe à des battues, on l'a vu. C'est un terrible classique. Oui, bien sûr, je crois que c'est dans Garde à vue, Lino Ventura qui dit ça. C'est une affaire d'ailleurs un peu comparable, si vous saviez, Maître Martineau, lui dit-il, le nombre de gens qui se sont accusés des crimes... C'est terrible pour les parents. Parce que les parents, les défaillances de la justice, c'est une chose, mais c'est pas, pour eux, ça ne doit pas du tout être dans leur esprit en ce moment. Ils doivent juste se dire comment on a pu en arriver là, comment est-ce que l'État n'a pas pu protéger notre fille, et qu'aujourd'hui, il faut être 10 fois plus vigilant en tant que parent, plus de soirées pyjama, plus de parents de la petite copine ou du petit copain qui dépose à la maison. Vous voyez, il va y avoir une extrême vigilance qui va s'imposer puisque l'État n'a pas rempli son rôle de défense des enfants. C'est très important. En tout cas, ça, c'est un cas qui le montre clairement. Thomas Bonnet. La justice, les conséquences, c'est quoi les défenses de la justice? C'est que les gens, ils vont s'organiser eux-mêmes. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut souhaiter. Mais les gens, ils vont se dire, bon, la justice n'est plus en mesure de protéger nos enfants, de mettre à l'abri de la société ceux qui sont des dangers. Dont acte, on va s'organiser nous-mêmes. Parce que vous parlez des parents de Liana, bien sûr, mais on peut parler des parents des enfants dans le périscolaire parisien, qui, à mon avis, sont traversés par les mêmes genres de questionnements aujourd'hui. Donc quand la société n'est plus capable de vous protéger et de protéger vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous vous organisez. Et là, vous basculez dans autre chose. C'est une autre forme d'organisation de société. Et dans la suspicion aussi. Dans la suspicion, vous pourrez être un petit peu affectueux envers les enfants parce que c'est votre nature et que vous les aimez beaucoup sans que ce soit du tout basé sur de la pédophilie ou un intérêt sexuel malsain. Et d'un coup, vous serez accusé par tous d'être un prédateur potentiel. Vous voyez, ça va être très difficile de trouver la juste mesure. Mais vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites est très, très juste. Ça s'appelle la confiance sociale. C'est ça, exactement. Et donc, on est en pleine névrose sociale, justement, par rapport à ces histoires et ces affaires. Et après, ce qui est fou par rapport à la nature humaine, c'est qu'on est avec des parents qui vont être dans une culpabilité sans nom et un potentiel agresseur qui, lui, reste froid et tout à fait distant par rapport à ce qu'il a pu faire. Et après, ça interroge aussi, on parlait des parents et des adultes, mais ça interroge, vous vous rendez compte, une société où les enfants ne peuvent plus avoir confiance dans les adultes, ce que ça raconte. Non, mais on nous parle de développement durable toute la journée. Pardon ? Pardonnez-moi, je dirais même, lorsque l'État n'est plus capable, dans une société, de protéger ses enfants, c'est que la société est dans l'héliquescence. Et moi, je fais un rapprochement avec ce qui s'est passé, pardonnez-moi, le soir de la victoire du PSG, vous avez aussi un État qui n'est plus capable de protéger ses citoyens. On a vu des immeubles investis par des bandes de voyous. De la même manière que les parents vont peut-être avoir le sentiment de protéger encore plus leurs enfants, puisque la société et l'État est défaillant, de la même manière, les gens ne vont pas se laisser envahir dans leur hall d'immeuble lorsqu'il y a des fêtes. Là, c'est les symptômes de toute cette société qui est en déliquescence. C'est un problème, une question de civilisation, une nouvelle fois. Mais tout ça est lié. Bien sûr. Rien n'arrive par hasard, et ce qui doit arriver, arrive. Ce qui doit arriver, arrive. Oui. Donc, et c'est la responsabilité des politiques, c'est la responsabilité de ceux qui les ont élus, et qui est très grande. Et effectivement, voilà. À tous les états. Nous savons qu'il existe des individus qui ont le mal, on parle souvent du mal, qui ont une pathologie, qui ont une psychopathie, etc. Mais là où on ne supporte plus, les citoyens ne supportent plus, c'est quand on les a identifiés, ces individus, et qu'on les avait sous la main, ou sous contrôle judiciaire. Et bien justement, le parcours d'une plainte. C'est là qu'on ne supporte plus ces erreurs. Le parcours d'une... Oui, parce que c'est ça, le problème. Des enlèvements d'enfants et des enfants tués, ça a toujours existé. Malheureusement. Le petit Philippe Bertrand, dans les années 76-77,
l'affaire Patrick Henry, elle avait traumatisé la France. Il parlait au micro devant les médias en expliquant que c'était un crime horrible alors que c'était lui-même qui l'avait enroulé dans un tapis sous son lit et qui l'avait tué. C'était Jean-Pierre Abou, journaliste à TF1 qui avait interrogé Patrick Henry à l'époque. Moi, j'avais 12 ans à cette époque-là, je me souviens très bien, l'État, ça avait traumatisé la France, et c'est là que Roger Gicquel avait eu sa fameuse phrase « La France a peur ». Donc ça a toujours existé. Il y a l'affaire le petit Luc Taron également, il y a toujours eu des enlèvements d'enfants, hélas, et des meurtres d'enfants, hélas. Là, ce qui est différent, c'est qu'il y a des dysfonctionnements XXL. C'est ça qui change la perception que nous avons sur ce dossier. Alors, le parcours d'une plainte, si j'ose dire, voyez le sujet de Marine Sabourin. Lorsqu'un enfant est victime présumée d'un viol ou d'une agression sexuelle, la procédure peut être très longue. Première étape, le dépôt de plainte initié par la victime elle-même ou ses représentants légaux. Le dépôt de plainte enclenche automatiquement une enquête. Voilà. Et donc, cette enquête va permettre de déterminer des éléments de preuve en interrogeant telle ou telle personne, en interrogeant aussi l'entourage de cette personne que vous estimez coupable de faits graves. L'enfant est ensuite entendu dans un cadre bien défini, l'objectif étant d'éviter qu'il ait à répéter son récit de nombreuses fois. L'audition peut être filmée et réalisée par des enquêteurs formés aux infractions sexuelles sur mineurs. Un psychologue ou une personne de confiance peut parfois être présent selon les circonstances. Si les faits sont récents ou si cela est utile à l'enquête, un examen médical peut être demandé. Le procureur de la République décide ensuite de classer l'affaire sans suite, de mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites ou encore d'engager des poursuites. La victime mineure ou l'un de ses représentants légaux doit normalement être informé de cette décision. Et puis, je voulais vous interroger également sur la responsabilité de l'administration, avec de nouveau un sujet de Marine Sabourin. Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures? Il y a une réunion en ce moment, mais là aussi, pardonnez-moi, tout ça, tant que le Premier ministre réunit à Matignon le ministre de l'Intérieur et le ministre... Bon, tout ça est de la com, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont se dire tous les trois? Comment? On ne peut pas se réunir sans que derrière il y ait une annonce forte. Mais annonce forte, qu'est-ce que vous voulez faire d'annonce forte? Vous allez faire quoi? Oui, mais ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus alors? Ah non, là il faut des annonces. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils peuvent annoncer? Mais rien. Ils peuvent rien annoncer. Rien du tout. Si ce n'est montrer qu'ils sont adouchés par cette affaire. Et voilà. Mais moi, je peux vous dire, il y aura des conseils. Alors, un jour, c'est un conseil de défense. Le lendemain, c'est une réunion. Le troisième, c'est une commission d'enquête. La quatrième fois, bon... Il y en a marre, en fait. Une consultation. Il y en a marre, parce que tu vois... quelque chose, ou alors... Mais le périscolaire, on n'en parle déjà plus. C'est partout. Ça craque de partout. Ça craque de partout. Et vous avez des gens, des politiques qui se réunissent. Monsieur Darmanin, il a voulu l'autre jour, à juste titre d'ailleurs, c'était une bonne idée sur les narcotrafics. Il a voulu saisir les biens des narcotrafiquants, ce qui est quand même une bonne idée. C'est intelligent. Oui. Conseil constitutionnel ou Conseil d'État a dit non. Oui. Donc, tout le monde comprend que tu ne peux rien faire en France. On va voir ce qu'il Donc, tout le monde comprend que les hommes politiques, tu les as élus, ils servent à rien. Enfin, ils ne sont même pas élus, ceux-là, ils sont nommés. Vous avez un président de la République pendant 9 ans, il va rendre la France dans quel état? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé. Formidablement parlé. Et parce qu'il a parlé bien, il a été réélu. Magnifique. Enfin, la parole est violente, parce que quand la parole est à l'inverse de ce qui se passe dans le réel, ça devient violent. Quand on nous parle des générations futures, du développement durable, les générations futures, c'est l'IANA, par exemple. Oui. Et puis en fait, la question, c'est que l'État doit se recentrer sur ses missions régaliennes. Il faut qu'il arrête de s'éparpiller à faire des contrôles dans tous les sens, sur les normes, etc. L'important, c'est la sécurité, la santé, l'éducation. Mais ils parlent de choses dérisoires. Ils font parfois des choses dérisoires. Je vais pas les médias de la même manière, d'ailleurs, qui consacrent des pages à des choses dérisoires, dont nous sommes parfois les victimes. Parler de CNews, ils savent que ça. Parler de CNews. Déjà, et parler de l'immédiat, ce qu'on pourrait ça les amuse. Comme annonce qu'on pourrait attendre, espérer, c'est par exemple, nous allons mettre en place un système de responsabilité professionnelle des magistrats. Là, les Français entendraient ça, vous voyez. Mais est-ce qu'ils oseront le faire?
Écoutez, il y a un ministre, et le ministre devrait déjà avoir du pouvoir sur son administration. Ouais. Pardonnez-moi. Autrement, ça sert à rien. Bon, alors à ce moment-là, on nomme pas de garde des Sceaux. On dit, c'est un ministre de la loi, mais c'est pas un ministre. Donc, il n'a plus de prise. Mais Georges, vous connaissez trop bien la justice, pardonnez-moi. Responsabiliser. Ce qu'on veut, c'est avoir des explications sur les décisions des magistrats. Mais là, vous savez ce qui se passe, vous le savez très bien. Les syndicats montent au créneau en disant « Nous sommes indépendants, donc nous n'avons pas de compte à vous rendre. » Mais non. Voilà. Oui, mais ça, les Français sortir de ce... Les Français Bon, quelle est la responsabilité de l'administration, Marine Sabourin? Et après, on parlera de Nantes et on parlera aussi d'autres sujets, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. La semaine judiciaire, vraiment, c'est... Quel fiasco judiciaire! Jérôme B se présentait tous les jours devant le collège de l'IANA. Selon des témoins, il y restait une vingtaine de minutes et était garé toujours à la même place, à l'abri des regards. Mais il avait tout de même été repéré par plusieurs personnes, dont de nombreux enfants. Une enquête administrative sur d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement de plaintes pour viol à son encontre vient d'être ouverte, car les lacunes du traitement des antécédents judiciaires ne cessent d'interroger. Le suspect ayant fait l'objet de plaintes entre 2022 et 2026, la première classée sans suite, la seconde toujours en cours et la troisième déposée cette semaine. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est dit hier terrifié par un tel dysfonctionnement. La personne qui, pour l'instant, est suspectée, qui est placée en détention provisoire, a manifestement des antécédents, même s'il n'a jamais été condamné pour les plaintes. Elles ont été classées. Et on peut se poser un certain nombre de questions sur pourquoi cette personne, qui manifestement a des graves soupçons de violence ou de violence sexuelle sur les mineurs, n'a pas été mis hors de portée de jeunes, et notamment de cette jeune fille. La responsabilité de l'État pourrait être recherchée si l'enquête démontrait une faute ou une négligence des services publics, un retard anormal dans le traitement des plaintes ou un manquement ayant contribué à laisser le suspect libre, malgré des éléments justifiant une intervention plus rapide. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Au moment où le carillon d'Europe 1 arrive pour terminer notre séquence.